Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout le plaisir est pour rien. Lorsque je vous dis que nous faisons une large couverture de la campagne électorale au Gabon, et justement, à ce titre, les candidats se succèdent sur notre plateau, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous recevons l'un d'entre eux. Il s'agit de M. Luc Bengolo Ntsi. Il est candidat à l'élection présidentielle. Cher invité, bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Bouton. Et merci beaucoup. Je tiens à féliciter Africa 24 de l'initiative qu'a prise cette télévision de pouvoir couvrir l'élection présidentielle, enfin la campagne pour l'élection présidentielle qui pourrait avoir lieu le 30 août ou à une autre date. Je tiens également à saluer nos téléspectateurs. Je souhaite qu'ils suivront assez attentivement les quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Je suis convaincu qu'avec Africa 24, on fera un meilleur chemin. En tout cas, on essaiera. Vous avez dit tout à l'heure, il se pourrait, une élection qui pourrait se tenir. Pourquoi vous nuancez? Je suis en train de nuancer parce que depuis ce matin, nous avons saisi le Conseil d'État pour lui demander de considérer comme nul, déclaré nul et non avenu, le décret convoquant le collège électoral le 30 août, parce que ce décret n'a pas été publié suivant les dispositions de la loi électorale, n'a même pas été publié. Le décret a été pris, mais il n'a pas été publié. Et l'article 71 stipule que le décret doit être publié par un organe d'annonce légale. Donc le journal officiel ne l'a pas publié, Gabon Hebdo ne l'a pas publié et l'Union ne l'a pas publié. Pour nous, c'est un décret nul et de nul effet. Mais à la tête de ce pays, à la tête des institutions de l'État, il y a des juristes de haut niveau. Mais comment ça se fait-il qu'on se retrouve devant une situation comme ça? Vous pensez que c'est intentionné? Nous pensons que les gens veulent expliquer cette situation par le fait qu'il y ait une forme de précipitation, c'est-à-dire qu'ils veulent se conformer aux 45 jours que la Cour constitutionnelle leur a accordé pour organiser les élections. Et à cet effet, non seulement le décret n'a pas été publié selon la procédure indiquée par la loi électorale, mais également les ordonnances qui auraient dû être prises avant de lancer la campagne électorale et avant d'organiser toutes les autres opérations électorales n'ont pas été prises parce que vous ne pouvez pas modifier les dispositions d'une loi par des textes réglementaires, notamment des décrets. Nous ne savons pas sur quoi s'est basé le ministre de l'Intérieur pour fixer la durée de révision des listes électorales à 10 jours au lieu de 45 fixés par la loi. Donc, s'il faut se conformer aux dispositions constitutionnelles, il fallait donc que le gouvernement prenne des ordonnances qui puissent adapter les différentes opérations à réaliser pendant les 45 jours en adoptant ou en prenant certaines ordonnances. Mais est-ce que vous pensez que le délai de dépôt de vos recours est un délai raisonnable parce que ça fait très longtemps qu'on a publié la date de l'inscription des électeurs sur des listes électorales, oui. Mais depuis ce moment-là, il y a beaucoup de temps qui sont passés et c'est maintenant seulement que vous devez poser un recours. Vous savez qu'on accorde quand même un certain temps au gouvernement pour que nous puissions nous assurer qu'il pourra se rattraper. Si ces délais sont dépassés, nous sommes à ce moment-là obligés de saisir les institutions d'État qui puissent constater la carence, qui puissent constater les différents manquements du gouvernement. Mais étant entendu qu'en plus de ces différents faits, nous contestons aujourd'hui la liste électorale d'après les éléments qui nous ont été donné avant de rencontrer Madame le Président. Il apparaissait qu'il y aurait 1 200 000 électeurs pour un pays qui a 1 500 000 habitants. Vous trouvez qu'il y a un paradoxe, il y a quelque chose d'anormal. Et au cours de l'entretien que nous avons eu avec Madame le Président de la République, le ministre de l'Intérieur a été incapable de nous donner le nombre exact des électeurs dans notre pays, parce que surtout après avoir envoyé des listes à l'affichage,
Parce qu'avant d'envoyer des listes à l'affichage, il devait faire le point. Oui, mais pas plus tard qu'hier, seulement le ministre de l'Intérieur a remis officiellement les listes électorales à la commission électorale. Apparemment, une liste qui fait état de 800 000 électeurs. Nous disons aujourd'hui que ça pourrait être 800 000 électeurs, mais on vous a remis la liste électorale, mais des échos que j'ai pu avoir ce matin, c'est que ce serait peut-être la liste électorale de Libreville. La commission électorale souhaiterait recevoir la liste électorale complète du pays. Bon, si c'est 873, pourvu que ce soit ceci. Or, lors de l'élection, ce ne sont pas nécessairement les listes qui sont affichées, qui sont envoyées et qui sont adressées aux différents bureaux de vote. Vous avez à ce moment-là une autre liste qui a reçu plusieurs autres inscriptions entre-temps. Mais dans ce méli-mélo-là, est-ce que vous pensez qu'on s'en sortira avec une élection propre, une élection crédible? Je regrette de pouvoir vous dire que l'objectif recherché par ceux qui organisent l'élection est effectivement la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés par certains milieux français, par les bourgeois français qui sont installés ici et qui veulent imposer à nouveau au peuple gabonais un homme qu'ils n'acceptent pas. Vous savez que c'est la France qui a imposé au début Albert Bernard Bongo, excusez-moi, et Omar Bongo à sa mort. C'est la France qui l'a imposé. Ce sont les réseaux Foccart qui l'avaient imposé. Vous avez des preuves de vos allégations? Mais il suffit de lire Maurice Robert, ministre d'Afrique. Ce n'est pas des paroles d'évangile, non? Non, enfin je dis, c'est lui-même qui était acteur principal de l'opération qui avait fait en sorte que Bongo devienne président de la République gabonaise. C'est la France qui avait fait cette opération. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que c'est la France qui prend toutes les dispositions pour imposer au peuple gabonais le candidat du PDG, alors que le peuple n'en veut pas. Nous ne voulons pas de la démocratie au Gabon. Nous voulons instaurer une démocratie véritable. Un problème d'éthique, un problème de valeur morale. Mais après 42 ans, comment peut-on concevoir qu'un peuple puisse à nouveau conduire le fils d'un chef d'État? Après 42 ans de dictature. Mais j'espère que Africa 24 a fait le tour du Gabon, avec tout ce que nous avons comme richesse, avec toutes les plus-values. Le Gabon n'a pas engagé un minimum de développement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de manquements dans le processus électoral. Mais à qui ça profite réellement? Vous avez une présidente par intérim, qui est une juriste de haut niveau, mais qui apparemment veille quand même sur le processus, sur la manière dont les choses se font, puisqu'elle n'a pas intérêt à ce que les choses se passent mal. Mais vous savez, nous avons posé l'ensemble de ces problèmes à Madame le Président de la République, mais il nous semble qu'elle ne puisse pas les prendre à la juste dimension. Elle ne puisse pas les prendre, pourquoi? Parce qu'elle en est capable? Non, nous ne savons pas si elle n'est pas capable, mais nous semblons comprendre qu'elle reçoit beaucoup de pression. Des pressions émanant de qui? Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes clairs. Il y a certains Français, comme les Bourgis, qui fabriquent des monarchies en Afrique, je pèse bien mes mots, qui font des tours. Vous savez, la France a deux principes. Un message officiel, nous n'avons pas de candidat, et un message officieux, c'est-à-dire qu'on travaille dans les coulisses. Même si n'importe quel homme politique, d'ailleurs, ou n'importe quel État veut intervenir dans votre pays, certainement qu'il s'appuie sur des Gabonais. Ben, pas nécessairement, parce que lorsque nous parlons de la situation actuelle, ces réseaux ne s'appuient pas véritablement sur des véritables Gabonais. Vous savez que le principe que mène la France est de pouvoir imposer dans les pays francophones, je ne parle même pas du cas du Gabon, des personnes qui ne sont pas nécessairement acceptées par les peuples de ces pays. Il y a une domination qui continue. Mais comment peut-on savoir si tel est accepté ou tel ne l'est pas? Mais vous savez que on a fait par exemple le premier sondage, nul ne peut le nier. On a fait des premiers sondages et on sait de quel pourcentage la plupart d'entre nous disposons. Et en plus de cela, certains candidats sont réellement et officiellement rejetés par la base. Rejetés par la base. Tout le monde le sait, malgré les organisations d'affiches comme aujourd'hui, on paye d'abord des Gabonais pour qu'ils viennent au meeting.
Vous pensez que c'est normal? On va leur verser de l'argent. Ça s'est toujours passé dans tous les pays africains. Non, mais voilà pourquoi je dis que les choix ne sont pas à ce moment-là faits en toute âme et conscience. À ce moment-là, les gens sont soumis à ces pressions financières. J'ai donné un exemple à un monsieur un jour qui me disait aux élections de 98 que le candidat du PDG était élu au la mer. Mais je lui ai dit oui, mais je prends le cas de certains bureaux de vote où on a attaché un bœuf et on dit aux électeurs, celui qui veut manger le bœuf doit voter le candidat du PDG. Et je lui ai dit, mais celui-là ne votait pas le candidat, mais il votait le bœuf parce qu'il voulait manger le bœuf. Donc voilà le contexte dans lequel on se trouve. Mais nous oublions que ces citoyens, en n'importe quel lieu du pays où ils se trouvent, ils ont leurs droits. Ils ont leurs droits. Le Gabon regorge des richesses. Il n'y a pas de raison que dans l'arrière-pays, les gens puissent croupir dans la misère. Les contestations vont pêle-mêle. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un recours que vous avez déposé auprès du Conseil d'État. Oui. Il y a un autre candidat, Bruno Ben Moubamba, qui a choisi, lui, la grève de la faim. Vous pensez que cela a un impact? J'ai été rendre visite tout à l'heure à Ben Moubamba pour l'encourager dans ses efforts, tout en lui disant que... La meilleure manière de l'encourager, c'était de se joindre à lui dans la grève. Vous pensez, moi-même j'ai eu, pendant les 3 ans que j'ai passé à la prison centrale je de reviendrai Libreville, là-dessus tout à l'heure. j'ai passé à 2 reprises 1 mois sans manger. Donc, et vous avez tenu? J'ai tenu, me voici devant vous. Me voici devant vous. Donc, ça m'étonnerait que vous ayez tenu 1 mois sans manger. Oh, si, je l'ai bien fait. Vous pouvez vous rapprocher. Quel a été votre secret? Le secret, c'est de ne rien manger. Je suis resté pendant 1 mois, une première fois, et j'ai repris quelques mois plus tard. J'ai encore passé 1 mois sans manger. Est-ce que vous faites confiance aux institutions auprès desquelles vous déposez des recours? Vous savez quand même que l'État met des institutions en place. Nous les mettons devant leurs responsabilités. Ce n'est pas un problème de confiance. Ils doivent rendre la justice au nom du peuple gabonais. Mais s'ils ne le font pas, ils rendront compte au peuple à un moment ou à un autre. Pour nous, c'est un problème d'obligation légale. C'est le moyen le plus facile de contester, diront certaines personnes. Ce n'est pas le plus facile. Nous avons fait une marche. Je ne sais pas, vous n'étiez peut-être pas encore Bien ici. entendu. Alors nous avons organisé une marche. Hein, où vous avez vu tous les candidats qui étaient présents à cette marche. Nous ne pensons pas que ce soit le moyen le plus facile. Nous utilisons tous les moyens de telle sorte que nous voulons que cette élection soit organisée dans des conditions les plus régulières. Monsieur Bengelloune, si vous protestez contre un certain nombre de manquements dans le processus électoral, mais au-delà des contestations, vous avez un programme. Quel est le contenu de ce programme? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Pour l'instant, nous allons marquer une pause. L'émission reprend dans quelques instants.